Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet vraiment crucial pour nous tous sur le terrain. Les hémorragies. C'est un gros morceau des détresses circulatoires. Absolument. On va s'appuyer sur des extraits d'un référentiel de formation pour sapeurs-pompiers. L'idée, c'est de bien comprendre les différents types d'hémorragie et maîtriser la conduite à tenir initiale. Tout à fait. Parce qu'une hémorragie qu'on ne maîtrise pas, ça peut très vite entraîner un état de choc hypovolémique. Et ça menace directement la vie de la victime. Donc, identifier et agir vite. C'est ça. C'est fondamental. Alors, on va regarder ensemble les points clés de ce document. Parfait. Commençons par le plus visible, l'hémorragie externe. C'est cet écoulement de sang, souvent abondant, qui sort d'une plaie et qui ne s'arrête pas spontanément. Oui. Le document fait bien la différence d'ailleurs. Le sang rouge vif qui pulse, ça c'est artériel. Et le sang plus sombre qui coule en nappe, là c'est veineux. Exactement. Une distinction importante. Oui, parce que ça peut indiquer une pression différente, une urgence potentiellement différente aussi. Oui. Et face à ça, il y a une action qui prime sur tout le reste, c'est la compression manuelle directe. Directement sur la plaie. Directement sur la plaie. Immédiate, ferme. Et bien sûr, on pense à sa propre protection. Les gants, c'est systématique, non négociable. D'accord. Protection d'abord. Toujours. Le but est simple, stopper cette perte de sang, ou au moins la ralentir au maximum. Ok, compression directe. Mais si ça suffit pas, ou si l'endroit est compliqué pour comprimer. Alors là, le référentiel est très clair. Si on est sur un membre, bras ou jambe, l'étape d'après, c'est la pose d'un garrot. Le garrot. Oui, on le pose à un travers de main au-dessus de la plaie. Pas sur une articulation, bien au-dessus. Un travers de main, d'accord. Et si jamais un seul garrot n'est pas suffisant, on peut en poser un deuxième juste au-dessus du premier. Un deuxième, ok. Et pour les zones plus délicates, je pense à l'aine, l'aisselle et le cou peut-être. Exactement, les zones de jonction. Là, le garrot n'est pas possible. On parle alors de techniques spécifiques comme le packing ou méchage en français. Le méchage. Oui, souvent on utilise des mèches ou des pansements spécifiques, dits hémostatiques, qu'on insère dans la plaie pour la combler, puis on comprime fort par-dessus. D'accord. Et un point important sur le garrot, parfois dans des contextes très particuliers, on peut le poser d'emblée. Ah oui. Sans essayer la compression d'abord. Oui, par exemple, s'il y a beaucoup de victimes, si la situation est dangereuse, ou si l'accès à la victime est difficile. C'est une décision tactique, réfléchie. Compris. Et s'il y a un objet dans la plaie, un corps étranger? Ah, très bonne question. Règle d'or. On ne le retire jamais. 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 Parce qu'il peut faire tampon, en quelque sorte, et limiter le saignement. Donc, on comprime autour de l'objet, ou alors si l'hémorragie est vraiment massive sur un membre, on pose un garrot en amont si c'est possible. Très clair. Ça, c'était pour le sang qu'on voit couler. Maintenant, il y a ces cas un peu différents. Les hémorragies internes extériorisées. Le sang vient de l'intérieur, mais il sort par un orifice naturel. C'est ça. On a l'épistaxis, le saignement de nez classique. Oui. L'hématémèse, c'est quand on vomit du sang. L'hémoptysie, c'est quand on crache du sang qui vient des poumons. D'accord, la différence est importante. Oui. Et puis, il y a l'autorragie, le sang qui coule de l'oreille, l'hématurie, du sang dans les urines, et les saignements par le vagin ou l'anus. On parle alors de rectorragie ou de méléna si le sang est digéré, noir. Et là, la conduite à tenir varie, j'imagine. Exactement. Prenons l'épistaxis simple, le saignement de nez banal. Là, on assoit la victime, on lui fait pencher la tête en avant, surtout pas en arrière. Bien en avant, oui. On lui demande de se moucher fort une bonne fois pour évacuer les caillots, puis on comprime les deux narines pendant 10 minutes sans interruption. 10 minutes continues. Oui, mais attention, si c'est une épistaxis ou une autorragie après un traumatisme crânien, là, méfiance. Ça peut être le signe d'une fracture du crâne, la prise en charge est différente, on ne comprime pas forcément. D'accord. Contexte traumatique égale prudence accrue. Et pour le sang qui sort par la bouche? Pour l'hématémèse ou l'hémoptysie, on met souvent la victime en position demi-assise ou allongée sur le côté, pour éviter qu'elle n'inhale le sang. C'est la position latérale de sécurité si elle est inconsciente. Logique. Et enfin, la plus sournoise peut-être, l'hémorragie interne. Celle qu'on ne voit pas. Ah oui, le danger caché. Le sang reste à l'intérieur du corps. Comment on peut la suspecter alors? C'est là que tout le bilan entre en jeu. Le contexte est primordial. Un traumatisme violent, un accident de voiture, une chute de hauteur, une plaie par balle ou arme blanche, même si elle a l'air petite.
Donc, le mécanisme de l'accident. Exactement. Ou alors une douleur soudaine, très intense, dans le thorax ou l'abdomen, sans cause évidente. Ça doit allumer les warnings. D'accord. C'est une urgence absolue, parce que les signes de détresse circulatoire, la victime devient pâle, elle transpire, son pouls s'accélère et devient difficile à sentir, puis sa tension artérielle chute, eh bien ces signes peuvent apparaître avec un temps de retard. Le temps que le corps ne compense plus. C'est ça. Il faut donc y penser systématiquement dans certains contextes et transmettre très vite le bilan et surtout la suspicion à la régulation médicale. Le choc peut s'installer très vite et de façon insidieuse. Donc, au final, que l'hémorragie soit externe, visible, ou interne, qu'elle soit extériorisée ou complètement cachée, la clé, c'est la rapidité, reconnaître et agir. Absolument. Chaque geste compte, chaque minute compte. Cette discussion, elle éclaire bien les points essentiels du référentiel. Oui, mais ça ne remplace évidemment pas la formation complète et surtout l'entraînement régulier. Il faut pratiquer ces gestes. Bien sûr. Si on devait résumer l'essentiel, maîtriser la compression directe, savoir quand et comment utiliser un garrot ou un pansement compressif, voire hémostatique, pour le packing, et surtout, ne jamais oublier de suspecter l'invisible, l'hémorragie interne, quand le mécanisme est grave. Suspecter l'invisible. Voilà. Relire les procédures, comme la procédure 6.2 sur l'hémorragie externe mentionnée dans le référentiel, c'est indispensable, et s'entraîner encore et encore. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Oui. Une pensée pour les interventions. Même si vous ne voyez pas une goutte de sang après un choc violent, gardez toujours à l'esprit la possibilité d'une hémorragie interne. La vigilance, c'est aussi un geste de secours. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.